je sais pas, celui qui a une Aston Martin, il est conscient qu'il ne va pas aller chez Feu Vert pour la révision de son Aston. Il y a 10 ans, aucune banque et aucun family office ne proposait du Bitcoin à leurs clients. Si vous me dites le ticket est à 1 million, mais mon client a 500 millions, on peut parler. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Macrovision. Aujourd'hui, on va parler de Venture Capital et de Family Office avec notre invité du jour, Oscar Bartolomé. Bonjour Oscar. Bonjour Raphaël, merci de m'avoir invité. Bienvenue Oscar. On va parler donc de deux sujets un peu, pas épineux, mais disons plutôt complexes aujourd'hui. Première question, Oscar, qui êtes-vous et que faites-vous ? En 2 mots, private banking et family office. Voilà, j'ai une première carrière de private banker et ensuite j'ai estimé que finalement ce qui était beaucoup plus intéressant pour moi c'était la gestion d'un patrimoine global et pas seulement les avoirs d'un client. Voilà. Donc aujourd'hui, depuis, le temps passe vite, depuis 17 ans, je suis spécialisé dans le family office. Magnifique, très belle carrière. Très belle expérience, on va essayer de... J'espère qu'elle n'est pas finie. Absolument non. On va essayer de l'exploiter, exploiter un petit peu quelques connaissances aujourd'hui. Peut-être une première question pour nos auditeurs, pour donner un petit peu de contexte à tout ça, parce que le venture capital et le family office, ça ne parle pas forcément à tout le monde, surtout dans le secteur de la start-up. Donc première question, qu'est-ce que c'est un family office de manière très très simplifiée et qu'est-ce que c'est le venture capital de manière très très simplifiée ? Alors, le family office, c'est la gestion du patrimoine d'une famille. Voilà, en résumé, nous avons donc les comptes bancaires de la famille, la partie immobilière, la partie succession, la partie projet, puis des diversifications qui peuvent être le marché de l'art, le marché automobile, et des niches, par exemple les crypto-monnaies, mais c'est toujours, ces investissements sont des investissements alternatifs, mais l'ossature c'est vraiment la gestion du patrimoine et j'aime à dire qu'on gère finalement le patrimoine aujourd'hui pour la 3e génération. Voilà, le but c'est de ne pas perdre du patrimoine et parfois c'est épique au niveau des discussions avec la next gen, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Oui. Alors, vous parlez de venture capital. Disons qu'on a les family office entre guillemets modernes qui commencent à travailler avec justement la prochaine génération. On s'habitue de plus en plus à rentrer dans du private equity, proposer des investissements dans des startups, soit pour nos clients et on n'intervient pas, soit on est co-lead dans l'investissement et certains family office investissent directement en leur nom dans des startups. Ça, c'est relativement nouveau, mais on est obligé de le faire parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça, mais c'est, disons, les nouvelles, je dirais, tendances du family office. Parfait, magnifique. Pour donner peut-être un peu de contexte à nos auditeurs aussi du côté du venture capital, donc on appelle ça le capital risque en français. Et en fait, c'est un investissement dans simplement des startups qui peuvent être en très early stage ou qui font déjà beaucoup d'argent. Mais voilà, disons ce que c'est un petit peu le venture capital de manière générale. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui amèneraient un family office à investir dans une startup ? D'abord, une diversification, c'est-à-dire il y a certains family office qui sont spécialisés vraiment dans le financement et le suivi de start-up pour leurs clients. Nous, encore une fois, c'est sur un patrimoine je dis n'importe quoi, de 200-300 millions, il faut qu'on sorte des sentiers balisés, des figures imposées qui sont l'investissement, actions, obligations, etc. Et on aide le client à trouver... Alors, nous, on ne va pas nous lancer une start-up. Par contre, on peut avoir un prospect ou un client qui nous dit voilà, je serais intéressé, par exemple, à investir dans une start-up qui produit des films à Hollywood, par exemple. Nous, on doit avoir les contacts nécessaires pour déjà
faire notre due diligence, être sûr que notre contrepartie est correcte. Oui. Et notre idée, à ce stade, c'est de les mettre en contact Oui. et de chapeauter un peu les discussions pour être sûr. En fait, nous, notre rôle, c'est toujours préserver l'intérêt du client, Oui. de la famille. Donc, si on voit que les montants pour entrer dans par exemple, pour financer une start-up sont beaucoup trop élevés, on a très peu de visibilité sur le projet, on va lui dire. Après, il fait ce qu'il veut avec son argent, mais on a quand même un droit de regard sur, pas forcément la start-up en elle-même, mais sur l'opportunité du client à investir telle somme dans telle start-up sans mettre en péril la gestion du patrimoine de sa famille. Voilà. Et parfois, c'est vrai, il y a quelques start-up où le family office, séduit lui aussi par le projet de la start-up, va rentrer en tant que lui-même, donc co-lead avec le client. Et dans quelques cas, quand même assez rares, mais plutôt aux États-Unis, où carrément le family office va rentrer lui-même, sans ses clients. Est-ce que, donc on comprend bien que le family office va aider à guider le client dans son investissement, dans la start-up et guider aussi dans la taille de ticket et dans son allocation. Est-ce que ça a toujours été le cas des family office qui investissent dans des start-up au cours des 20 dernières années? Non. Je dirais que les family office, aujourd'hui, on est vraiment à une croisée des chemins. Déjà, je parle des family office européens et suisses en particulier, on a un problème intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des clients qui sont les fils et les filles de nos clients, avec une vue totalement, disons, différenciée des family office, le vieux cadre poussiéreux avec les family officers en queue de pie, comme ça, je parle plutôt à Londres. Et donc on doit être prêt surtout à ne pas perdre cette clientèle. Donc les family office, traditionnellement, mais comme les banques, hein, on n'est pas moins bêtes et moins opportunistes que les banques, on est sorti du balisage, donc un tiers, qui est donc un tiers banque, action, un tiers cash et un tiers immobilier. Une gestion classique. Une gestion classique, mais à la limite de l'ennuyeux ou du trop classique. Et tant que ça rentre dans nos process qui sont très précis sur comment investir, qui on a en face, etc., l'idée est venue de le suggérer à cette next gen. Et c'est toujours très important que vous soyez le premier à suggérer. Parce que si le client vient vous voir et vous dit « Ah, mais j'ai ce projet de start-up, etc., avec telle et telle boîte », c'est compliqué pour nous. Donc on est censé tout savoir, proposer en fonction du profiling du client, mais ne jamais être pris au dépourvu parce que ça, c'est le... Il peut y avoir des spécialistes start-up, venture capital dans un family office. Ouais, bien sûr. Alors l'idée, c'est vrai, ça c'est des très gros family office, mais je reprends l'idée du réseau. Un bon family office, c'est un peu un chef d'orchestre. Donc si vous voulez rentrer dans une start-up, c'est à nous de vous trouver les contreparties qu'on estime crédibles et de pouvoir, pardonnez l'anglicisme, monitorer ce que vous faites avec cette start-up. Notre rôle s'arrête vraiment si on pense que ça devient dangereux au niveau risque, etc. On vous le dira. Par contre, on n'a aucun pouvoir pour vous l'interdire. Je reprends un petit exemple des bitcoins en 2016. Moi, j'ai eu 2-3 enfants de mes clients qui me disaient « Ah, je vais investir $200 000, etc. » Et moi, honnêtement, je ne connaissais pas. Et je me suis intéressé et je leur ai dit non. Parce qu'il y a fait quelques crises internes. Sauf qu'à l'époque, le bitcoin touchait $19 800 et 3 mois après, on était à $2 000. Voilà. Donc, on n'est pas les pères fouettards, mais de nouveau, ce qui nous guide toujours, c'est préserver l'intérêt de la famille et évidemment lui proposer tout ce qu'il recherche en termes d'investissement. Tout en contrôlant le risque. Exactement. Est-ce que la taille d'un ticket, elle a une importance? J'entends qu'une start-up veuille investir 1 million, veut un investissement d'1 million ou de 5 millions. Est-ce que ça a une importance? Est-ce qu'il y a des family office qui ont plus ou moins de fortune, qui investissent dans des tickets différents? Excellente question. Il y a toujours une maîtrise du risque.
Si vous me dites le ticket est à 1 million, mais mon client a 500 millions, on peut parler. Si, alors c'est pas tellement le cas, mais si vous avez un ticket de 10 millions et puis le client a 30 millions, c'est risqué. Après, je dirais pas se négocier, mais c'est une discussion. Le client comprend bien qu'on est là pour préserver ses intérêts, mais non pas pour le freiner dans ses investissements. Donc je dirais, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est le projet, c'est le plus important, vraiment. Quel projet de start-up on a en face. Deuxièmement, qui fait quoi. On va voir les directeurs, les associés, et on veut connaître le projet. Et 3, évidemment, les conditions formelles, le ticket, etc. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a aussi des family office qui se diraient bah, tiens, notre client, on a 1 milliard sous gestion, on ne va pas s'embêter avec des tickets à 500 000 francs suisses, mais on préfère investir à partir d'un ticket de 5 millions. Alors là, vous parlez du client du family office ou du family office en lui-même? L'un ou l'autre. D'accord. Je vous dirais à partir du moment où on pourrait imaginer un family office dont ses propres avoirs seraient, vous avez dit quoi 1 milliard, par 1 exemple. milliard. Après, voilà, si le comité d'investissement, le comité de direction veut investir finalement ce qu'il veut, parce que c'est pas la même. Là, on est dans un projet de rentabilité d'une entreprise qu'est le family office, ce qui est différent. De l'autre, on est dans le projet de conseil d'un client, ce qui n'est pas la même chose. Je vous dirais, tout est fonction du patrimoine en général. La grande, je vous dirais, nécessité pour nous, c'est je me répète, pardon, c'est d'être sûr qu'il y a toujours un risque, et c'est pour ça qu'il y a de l'argent. Bien sûr. Voilà. Malgré ce que veulent nous faire dire certaines mouettes de certains gouvernements, pas de risque, pas de revenus, ça n'existe pas. Absolument. Voilà, à part peut-être taxer les successions, mais on a vu que ça n'avait pas marché dans notre très beau pays. Donc travailler, oui, et générer du revenu, oui, mais il y a une prise de risque. Voilà. Et nous, on est là pour que ce risque soit proportionné aux avoirs du client et au profil du client. Parce qu'effectivement, on peut avoir un vieux monsieur de 90 ans qui est complètement fou d'une start-up qui fait, je ne sais pas, de la reproduction de mouches en Alaska. Je ne suis pas sûr que ça aille dans ses intérêts. Oui. Voilà. Je vois bien. J'aime beaucoup les mouches. Voilà. Effectivement, ça peut être un projet un petit peu osé. En réalité, à quel point un family office il est, disons, sollicité par des demandes d'investissement? Alors, on reste dans le cadre des startups. C'est vrai, je reprends ce point de rupture qui est la nouvelle génération. Oui. On a des demandes de start-up. Ça peut être très global. Ça peut être j'aimerais investir dans les cryptos, j'aimerais investir dans un projet immobilier à Dubaï et j'aimerais investir dans des start-up. Voilà. Donc on a toujours, nous, la même réponse. Notre idée, dans mon activité de family office, je ne veux pas et on ne va pas créer une start-up. Par contre, mon idée, c'est de trouver des intermédiaires qui, eux, travaillent, dont c'est le métier. Voilà. Dans tout ce qu'on essaye de faire, on a, que ce soit les tiers gérants, les banques, les collectionneurs, etc., l'immobilier, on essaie de prendre les meilleurs spécialistes. Et on ne prétend pas faire leur travail. Donc, ce type de demande, on va la diriger chez des personnes comme vous, par hasard, dont c'est le métier. Oui. Voilà. Et après, le client fait ce qu'il veut. Voilà. Et puis c'est très important pour nous d'avoir les bons interlocuteurs. Absolument, pour avoir un préfiltre des bons projets. Et puis, d'un côté, si je prends le côté de la start-up qui va un petit peu faire son shopping un petit peu partout, qui va aller toquer à la porte des fonds de venture capital, qui va aller toquer à la porte des family office, des ultra high net worth individuals, à quel point ces family office ils sont sollicités par des gens qui leur demandent d'investir de l'argent? Beaucoup trop et de la mauvaise manière. On reçoit pléthore de courriels, d'investissements sur le Bordelais, sur telle et telle action, telle et telle assurance, etc. C'est pas la bonne approche. C'est-à-dire ce qu'on appelle les cold phone à l'époque et les cold mail aujourd'hui, c'est courrier vertical, voilà.
le modus operandi, alors c'est vrai que les family office, c'est une bête de zoo, dans le sens où les codes sont différents, les process sont différents, c'est très lent, mais il y a quand même des procédures. Vraiment, ce que moi je recommande, allez parler avec quelqu'un que vous connaissez ou qui peut vous recommander auprès de quelqu'un qui a un certain pouvoir décisionnel dans un family office. Voilà, boire un café, voilà. Et c'est vrai que les family office, on est tellement dans le réseau que voilà, si vous m'appelez, vous me dites je fais ça, 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 la recommandation est très importante. Je vous appelle de la part de XY, sans nommer si le client ou pas. Il faut l'humain, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, devant l'AI, devant toutes ces technologies, le family office reste très humain. Voilà. Donc, on va boire un café, on parle, et puis vous êtes un businessman, et puis j'en suis un, donc vous me direz, voilà, j'ai ce projet, j'ai cette start-up, est-ce que ça pourrait intéresser? Voilà, il faut être cash. Oui. Mais pas cash par email en m'envoyant le ticket, etc. Alors je ne sais même pas ce que vous faites. Vous me dites, voilà, on fait ça, ça et ça. On a telle et telle projection de chiffres et de revenus. Le ticket d'entrée, peut-être que vous avez deux niveaux différents, et de temps. Voilà. Après, évidemment, on rentre dans le process du family office et je vais vous dire, il me faut tout ça par écrit, parce que c'est pas moi qui vais décider, on a un comité d'investissement et le client. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser votre offre, la valider ou pas. Oui. Vous allez faire une due diligence aussi sur le projet. Exactement. Et une fois que c'est approuvé, on va en parler au client au pluriel ou au singulier. Et dire, voilà, vous nous avez demandé de vous trouver telle et telle offre de start-up. On a fait notre job, on a trouvé une, deux ou trois. Et après, ça va être au client. Alors, on va expliquer au client, mais à un certain moment, on s'arrête parce que moi, je ne suis pas Raphaël. Donc, je vous invite, on parle avec le client. Et après, ça devient quelque part votre client. Voilà. Après, nous, on se retire du jeu. Oui. On observe le process, etc. Bien sûr. Mais le plus dur, finalement, pour les startups, c'est le contact avec le family office. Ouais. Et nous, qui ne sont pas toujours les spécialistes vraiment du sujet, c'est de trouver les contreparties qui sont capables de nous dire ce projet est crédible ou pas. Voilà. Oui, une fois qu'on a emboîté les deux... Pour des family office qui n'auraient pas des gens à l'interne. Et il faut être très humble et ne pas dire aux clients oui, non. Non, c'est du sérieux, c'est beaucoup d'argent. Et moi, justement, c'est bien qu'on soit aussi... Ce qui me manque, moi, en tant que family office, c'est des spécialistes de start-up. On en a, tiers gérant, banque, immobilier, mais moi, je n'ai pas de spécialiste de start-up qui est capable de trouver déjà les bons deals, pardonnez-moi l'expression, et ensuite de proposer des projets qui sont très crédibles et qu'on puisse finalement avoir un téléphone rouge, comme avaient les soviétiques à l'époque, quand ils appelaient les États-Unis, pour dire « Bonjour Raphaël, j'ai ce prospect, etc. Est-ce qu'on pourrait se parler ?» Voilà. Et moi, c'est quelque chose, ça prend beaucoup de temps à faire, mais après, ça va très vite, dans le sens où si on a ce contact, on ne va pas en chercher d'autres. Ouais. Voilà. Parce que moi, j'analyse aussi mes contacts, et après, il faut que le process... s'accélère. Il faut créer une relation de confiance. Sûr. Donc, en gros, pour maximiser un rendez-vous, pour qu'une start-up maximise un rendez-vous, il faut avoir des gens de confiance qui puissent nous recommander. On ne peut pas aller reach sur LinkedIn ou par email en envoyant son pitch deck. Alors, LinkedIn, c'est très bien, si vous voulez, j'insiste sur la recommandation. Parce que, comme tout être humain, si vous recevez un email de XY qui vous dit « J'aimerais vous rencontrer », bon. Mais si vous dites j'aimerais vous rencontrer parce que je connais très bien ZX avec qui vous travaillez, etc., voilà, vous allez quand même avoir ce réflexe professionnel de dire je ne peux pas, classement vertical, le email. Voilà. Donc c'est toujours le point de contact, puis après c'est à chacun de faire son travail. Mais pas de call d'email. Ouais. Hein. Pas de call d'email. D'accord. Ne faites pas ça. Si on essaie un peu de comprendre encore plus en détail le family office lui-même par rapport à d'autres façons de gérer son argent, à partir de quel niveau de fortune, en fait, on peut ouvrir un family office? Alors, je vous dirais, peut-être je remonte un petit peu, pourquoi un prospect aurait besoin d'un family office?
Il y a ce qu'on appelle les accidents de la vie. Tout à coup, il se retrouve, il a gagné le loto, etc., une grosse somme d'argent. Bon. Après, il y a tout à coup, et c'est votre génération qui sont par exemple dans la tech, qui ont engrangé énormément d'argent entre 30 et 40 ans, qui ne se sont jamais occupés de gérer cet argent, qui l'ont donné à une banque, etc. Puis ils arrivent à 40 ans, ils sont mariés, ils ont un ou deux enfants, ils disent OK, qu'est-ce que je fais? Et là, ils vont demander l'avis de spécialistes sur la gérance qui est devenue un patrimoine. Pour répondre à votre question, je vous dirais 50 millions, c'est un minimum. Mais quand je dis 50 millions, ce n'est pas forcément le compte en banque, c'est l'immobilier, c'est le compte en banque, c'est peut-être les œuvres d'art, etc. Pourquoi? Parce que ça réclame une expertise globale et assez pointue de gérer tout ce patrimoine en même temps, et ça coûte. Bah oui. Je sais pas, celui qui a une Aston Martin, il est conscient qu'il ne va pas aller chez Feu Vert pour la révision de son Aston. Le Family Office, à partir du moment où il gère vos 50 millions, ben vous devez être prêt à vous dire, attendez, il y a des avocats, il y a des tiers gérants, il y a des notaires, il y a des spécialistes, etc. C'est des gens qui sont formés, très bien éduqués, qui ont évidemment un prix. Voilà. Absolument. Donc il y a ça, c'est la taille, et puis ça peut être par exemple une personne qui vient s'installer en Suisse. Oui. Voilà. Donc il y a le juridique, mais je dirais, dans les 50 millions, il y a le patrimoine. Ouais. Voilà, patrimoine, ouais. Et donc on parle de 50 millions qui sont des sommes, sont des sommes énormes pour monsieur et madame tout le monde. Comment ils réfléchissent, ces gens qui ont ce genre de fortune, par rapport à la moyenne, je dirais, de la population? Est-ce qu'ils réfléchissent de manière différente? Est-ce qu'il faut les aborder de manière différente? Alors, il y a deux catégories. Il y a les vieilles fortunes familiales, très discrètes, très protestantes genevoises, voilà. Là, vous avez le cliché. Le cliché, mais qui est vrai. C'est-à-dire, ce sont des personnes discrètes, qui n'aiment pas trop parler d'argent. Donc, c'est très... c'est un peu comme un tango au ralenti. Oui. Vous leur parlez, vous reculez, ils vous parlent, ils ne vous parlent pas, ou ils partent, vous voyez, vous revenez, etc. Voilà. Et puis, il y a cette fameuse... je ne sais pas, c'est génération... 30, 40 ans, c'est génération quoi? C'est Z? Non, c'est après? Génération Y? Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà, je ne suis pas un spécialiste générationnel. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez être une plante, vous pouvez dire « je suis une plante ». Voilà. Donc, la caractéristique de ces personnes, c'est des personnes qui ont navigué sur la tech, qui sont nées avec un iPhone gravé sur leurs mains, et qui ont une connaissance, disons, Google-esque de la finance. Voilà. Donc, s'ils ont appris, ils estiment de ne pas l'avoir à l'apprendre de nouveau d'un Family Office. Donc, nous, on essaye quand même de les... pas de les réorienter, mais de leur dire, voilà, on bosse vraiment pour vos enfants, etc. etc. Oui. Et donc, cette génération-là n'a aucune pudeur, aucun tabou à parler d'argent. Ouais. Voilà. Donc, au bout de 5 minutes, ils vont vous dire, j'ai tant, oui. J'aimerais faire ça, est-ce qu'on peut, voilà. C'est toute notre approche. Ouais. Et alors là, on parle un peu de la Suisse, voilà, on a parlé de la région genevoise, etc. Est-ce qu'il y a des régions dans le monde qui se distinguent par une densité particulièrement élevée de Family Office? Alors, historiquement, le Family Office est né en Angleterre et aux États-Unis. C'est un Family Office qui est beaucoup plus asset manager que les Family Office en Suisse ou en France. Là, vraiment, le travail du Family Office, ça va être à 90% de la gestion des avoirs en banque ou chez eux, d'accord? Ensuite, les Family Office français, italiens, suisses ont une autre approche qui est une approche vraiment de conseil. Certains Family Office gèrent de l'argent, oui. D'autres pas, mais c'est une approche qui est beaucoup classique dans le sens gestion traditionnelle. Après, on greffe, aujourd'hui, voilà, on a parlé des startups, on greffe chaque fois le Bitcoin, etc. Il y a 10 ans, aucune banque et aucun Family Office ne proposait du Bitcoin à leurs clients. Ouais, les choses évoluent et ils s'adaptent. Aujourd'hui, si vous ne le faites pas, si vous n'expliquez pas ce qu'est le Bitcoin, les risques et la volatilité, mais surtout comment vous le pondérez par rapport au portefeuille du client, vous ne faites plus votre métier de Family Office.
Et donc, on a parlé beaucoup de l'Angleterre, hein, où c'est né, et puis où il y a une grosse densité aussi aux États-Unis. Est-ce qu'il y a il existe des raisons à cela, à ces régions-là? Alors, je pense que c'est une excellente question. Peut-être, je dirais, un dynamisme anglo-saxon que nous n'avons pas. Nous n'avons pas, justement, dans les startups, les Blue Angels. La conception du risque et du revenu est beaucoup plus ancrée, je dirais, dans ce monde anglo-saxon de l'époque. Par contre, c'est vrai que, je prends l'exemple en Suisse, longtemps, le family office, en fait, il y a très très peu de family office en Suisse, et la plupart sont en Suisse allemande. On a eu la concurrence des banques. Feu, Crédit Suisse, et en fait les banques faisaient œuvre de family office, mais en fait s'arrêtaient à la gestion des avoirs. Ou avaient des family office, je peux citer Crédit Suisse. Crédit Suisse avait un excellent family office, ticket d'entrée, je crois que c'était 100 ou 150 millions. Le problème, c'est que le client arrivait, il avait une table de 250 mètres de long, et il avait l'asset manager, blablabla, le wealth planner, etc. Mais tous les produits étaient Crédit Suisse. OK. Et là, pour moi, il y avait une sorte de conflit d'intérêts, en fait. Bah oui, parce que le rôle d'un family office, finalement, c'est de proposer ce qu'il y a de mieux sur le marché. Oui. Si le client veut une Dacia, il peut. S'il veut une Aston, voilà. Donc, on n'a aucun intérêt. Et nous, on ne prend pas de commission. Ça, c'est très important. Ni des commissions d'apporteurs d'affaires, Oui. ni des rétrocessions des banques. Donc, à l'époque, le client ne le voyait pas. Aujourd'hui, il peut. Oui, maintenant, c'est transparent avec les nouvelles transparent, règles mais de la nous, on FINMA, les annonce aux clients. Voilà. Donc, c'est un monde qui est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, c'est vrai que le client, disons, alors il y a plus de family office, et ils se rendent vraiment compte qu'un family office peut s'occuper et de la gestion de ses avoirs, mais c'est surtout quelque chose que ne fera jamais les banques, à part peut-être l'ultra family office de l'UBS à Zurich. Le patrimoine et les avoirs, c'est pas la même chose. Voilà. Oui, absolument. Alors, ça me fait rebondir sur la prochaine question, Oscar. Est-ce qu'au vu des fortunes engagées, les family office peuvent être aussi considérés comme des acteurs institutionnels au même titre que des banques? Très bonne question. Ce qui me fait toujours sourire, en fait, dans les banques, c'est que lorsque vous allez voir, peut-être pour un client, une nouvelle banque, les banques vous classent automatiquement comme tiers gérant, alors que nous ne sommes pas forcément des tiers gérants. Comme vous le savez, aujourd'hui, si vous gérez des fonds, il faut une accréditation FINMA. Donc, si un family office veut gérer des fonds, il lui faut cette accréditation. Donc, la même qu'un tiers gérant. Pour un family office qui ne gère pas de fonds, il n'y a pas besoin d'accréditation FINMA, donc vous n'êtes pas tiers gérant. Mais family office et gérant, c'est la même chose. Entre parenthèses, je souhaiterais un jour que les banques considèrent le family office comme des family office et engagent des gens qui connaissent les family office et pas un wealth planner que j'apprécie tout à fait dans son travail, mais qui va nous classer comme tiers gérant alors qu'on est totalement différents. Là, il y a peut-être quelque chose à faire, je passe le message, voilà. Peut-être engager des ex-family officers Oui. dans des banques et monter des vrais départements family office, voilà. Oui. Mais au niveau institutionnel, je vous dirais, il y a de très gros tiers gérants qui sont aussi family office, Oui. voilà. Et eux pèsent des milliards et sont clairement dans le curseur institutionnel par leurs fonds et par leur activité. Mais finalement, on est pris, je vous dis, l'image du family office, c'est le tiers gérant qui est en fait l'image que donnent les Américains et les Anglo-Saxons parce que leur family office sont des tiers gérants, ouais, en fait. Ouais. Donc, est-ce que finalement, n'importe qui peut se targuer d'être un family office ou pas? Vous allez m'énerver, Raphaël, ça se passait bien jusqu'ici. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Et j'interviens pour qu'on ait pas seulement un cadre. On n'a pas de diplôme, on n'a pas de registre, par exemple. Moi, je souhaiterais que la FINMA, par exemple, dise maintenant les family office, vous devez être inscrit. Parce qu'aujourd'hui, j'adore la viande en tant qu'Argentin, mais qu'un boucher mette sur sa boucherie family office, voilà, ça me gêne un petit peu.
Donc j'aimerais, il faudrait qu'il y ait un registre et lorsque vous êtes, par exemple, un ex-employé de banque et vous vous installez comme tiers gérant, vous allez voir la FINMA et la FINMA va vous envoyer 450 000 papiers, CV, etc. Qu'est-ce que vous faites, le chiffre d'affaires. Il faudrait la même chose pour le Family Office. Pour qu'on ait des gens qui sont déjà dans le métier. Alors, un Family Office, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un spécialiste en start-up, ça peut être un ex-banque, peu importe. Mais que vous témoignez quand même d'un savoir-faire voilà, dans cette gestion qui est plus spécifique que la gestion classique d'une banque. Donc, et je pense qu'on devrait finalement être aligné sur le modèle tiers gérant par la FINMA. Voilà. C'est ce qui est vraiment compliqué parce que n'importe qui peut mettre une jolie enseigne Family Office et voilà. D'ailleurs, autour du monde, on voit dans certaines régions du monde, beaucoup s'appellent Family Office, alors qu'en fait, c'est juste des entreprises familiales sans forcément avoir une vraie forme de Family Office. C'est quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'on revient un petit peu maintenant sur la levée de fonds, maintenant qu'on a mis un petit peu vraiment le cadre et les détails autour du Family Office. La manière de lever des fonds auprès d'acteurs institutionnels, bon, qui peuvent être des banques, mais aujourd'hui on va plutôt parler de Family Office, est-ce qu'elle est la même qu'il y a 20 ans pour les gens qui essayent de lever des fonds auprès des Family Office, ou est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont changé? Oui, alors il y a déjà l'acceptation du Family Office qu'investir dans une start-up est intéressant pour le client. Alors qu'il y a 20 ans, on s'en tenait au balisage classique dont on a parlé tout à l'heure, ce qui est déjà une grande chose, parce que si la personne en face vous connaît, sait ce que vous faites en tant que start-up en général, il y a déjà une compréhension disons-le, du produit. La deuxième chose, c'est évidemment l'approche et les process finalement sont assez similaires, sauf que, à moins que ce soit vraiment... Et je sais qu'il y a un ou deux Family Office qui sont vraiment spécialisés dans les startups, ce qui est très bien. Donc, de A à Z, le process est fait chez eux. Nous, on va, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter à la viabilité du projet, mais après, on passe le bâton à des spécialistes comme vous qui vont vraiment nous dire écoutez, Oscar, là, je ne comprends pas pourquoi ils sont, par exemple, aux Bahamas, et puis ils traitent depuis Hong Kong, et ils n'ont pas voulu nous donner, par exemple, les banques et la localisation des banques qu'ils ont. Oui. Donc, on s'appuie beaucoup sur les spécialistes, et c'est quelque chose que je recommande dans toutes les phases de la vie, pas seulement professionnelle. Allez voir, si vous pouvez, et si vous avez les moyens, le meilleur spécialiste de la branche dont peut-être vous allez demander un service, en général. Ça vous coûtera peut-être plus cher, mais vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de... Ouais, on se prévient des risques et ça pourrait nous coûter plus cher si on n'avait pas été bien conseillé. Exactement. Si on parle un petit peu plus personnellement de vous maintenant, Oscar, quels sont aujourd'hui les secteurs d'investissement préférés, ceux que vous aimez amener dans un Family Office? Alors, prenons l'exemple, je ne parle pas de moi, vous allez chez Chevrier, que j'adore, et voilà. Il n'est pas excessivement accessible, mais voilà, c'est un des meilleurs du monde. Vous allez chez lui, vous avez la carte, vous avez le maître d'hôtel qui va peut-être vous donner des suggestions à part. Le Family Office, oui, et vous avez toujours ce que j'appelle les figures balisées. Voilà, chez Chevrier, c'est peut-être la chasse, c'est peut-être tel et tel plat, ce que lui appellerait le plat signature. Et nous, c'est un peu la même chose. On a les banques, la gestion des avoirs, l'immobilier, la succession et la fiscalité. Voilà. Ça, on doit le proposer. Parce qu'on essaie de faire maintenant, puis il y a aussi un peu de fun. Après, il y a aussi peut-être des affinités. Moi, j'aime beaucoup les automobiles vintage, j'aime beaucoup les montres vintage et j'aime beaucoup l'art moderne, sans être spécialiste. Hein, c'est vraiment du feeling. Après, ça s'éduque, mais voilà. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut intégrer l'une ou l'autre, ou tous ces investissements alternatifs dans un patrimoine de famille? Oui. Comment? Par exemple, l'art, j'ai été très curieux d'apprendre il y a une dizaine d'années qu'en fait on pouvait faire des portefeuilles d'art
calqués sur des portefeuilles d'investissement. C'est-à-dire, vous prenez un profil client balanced, 50% actions, 50% obligations. Allez, on va descendre les actions, on va mettre 10% de cash. Mais on peut faire la même chose dans l'art. C'est-à-dire que vous avez des blue chips, donc des tableaux qui sont comparables à des Nestlé, j'allais dire Crédit Suisse, mais je ne le dirai pas, mais qui sont quand même, voilà, vous achetez un Picasso, vous dites qu'il y a quand même une valeur minimale qui sera toujours là. C'est très cher. Donc là, vous avez un portefeuille art qui est calqué sur votre profil client d'amateur d'art. Et vous avez des maisons qui sont spécialisées pour titriser ces peintures, ces sculptures dans un portefeuille avec, par exemple, la garde physique dans les ports francs, etc. Et en fait, le client, quand on fait la consolidation finale tous les 6 mois ou toutes les années, ou chaque année, pardon, il a son portefeuille consolidé de 50 pages avec une partie art. Donc, si par exemple il a acheté tel et tel tableau, et on a des indices de référence sur la progression des prix dans les ventes aux enchères qui sont des données officielles. Et donc on peut finalement dupliquer la technicité d'un portefeuille action sur un portefeuille d'art. Voilà. Avec évidemment des coûts annexes qui sont les assurances, le coût d'entreposage et puis évidemment les rétrocessions qu'il faut payer aux spécialistes qui vont faire la titrisation. Mais on peut le faire. Et ça, c'est un domaine qui est fascinant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on utilise nos vieilles techniques de portfolio modèle, etc. et qu'on peut finalement les dupliquer à l'envie. Vous avez une collection de montres, une collection de voitures, on peut faire la même chose, sachant qu'il y a les coûts d'assurance et d'entreposage. Donc ça, une fois que vous avez finalement ce modèle qui est tout à fait viable et prouvé et éprouvé, vous pouvez l'appliquer à ces investissements alternatifs. Voilà. C'est très intéressant. Ça me fait penser, donc il y a ces maisons qui font la titrisation, etc. C'est réellement des investissements qui sont vraiment destinés, des options d'investissement qui sont destinées aux family office et pas à monsieur et madame tout le monde ou dans une gestion, dans une banque classique. Non, parce qu'en fait, on a deux cas de figure. Parfois, surtout quand on a des intérêts très bas, vous avez des personnes qui disent « Ah, j'étais à Basel-Art, je vais acheter l'art moderne. » Bon. Après l'art moderne, il y a du bon, j'aime beaucoup, mais il y a aussi la banane scotchée contre un mur à 100 000, 400 000, il faut oser. Mais surtout, il faut oser l'acheter. Ça, il faut, voilà, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on freinerait assez vite en tant que family office. Et donc, cette idée d'investissement, je dirais, alternatif, est toujours liée à cette gestion globale du patrimoine. Mais on sait que dans l'art, on a des blue chips, et puis on a par exemple une école africaine de sculpture fantastique, des artistes complètement inconnus. Donc on peut dire aux clients, vous avez 1 million, passez-moi l'expression, on back 500 000 avec des sculptures et des peintures d'artistes dont on sait qu'ils ont une valeur minimale intrinsèque, qui vont parler en dessous. Et puis les 500 000, on ouvre. On ouvre sur ce que moi j'appelle les small cap, version peinture, version sculpture. On ouvre sur cette école africaine de sculpture, on ouvre sur des artistes peut-être sud-américains, que sais-je. Là, il y a un vrai risque, mais c'est quand même... c'est quand même des prix qui sont encore accessibles. Mais c'est vrai que, comme le patrimoine général d'un family office, un portefeuille art, il faut du volume. Voilà. Donc si vous avez 50 000 francs, vous voulez investir en bourse, peut-être que votre banquier directement, l'UBS, vous dira non, ou il vous donnera un portfolio, en art, c'est la même chose. Oui. Est-ce que le family office, il pourrait se dire on donne 1% du patrimoine pour que le client il puisse un petit peu faire ce qu'il veut et il puisse acheter une banane scotchée sur un mur? Les bananes. L'idée du family office, encore une fois, on a disons, 3 étapes de lumière rouge. Je deviens très figuratif, mais vous avez, disons, la lumière orange, où on dit au client, la banane, je vais garder votre super exemple, c'est le vôtre, ça vous appartient, hein. La banane scotchée sur je ne sais pas si c'est un mur ou même un tableau, c'est la lumière rouge directe. Par contre, si vous allez vous trouver
tel et tel tableau, on ne connaît pas, mais les experts nous disent qu'il y a du potentiel. OK. Donc on va toujours... La lumière orange, la lumière, disons, ensuite rouge-orange, et la lumière rouge, c'est vraiment... Faites pas ça, s'il vous plaît. La banane accrochée sur un mur, à moins que vous voulez vous transformer en pigeon, ce qui peut être aussi une idée, hein. Il y a des startups qui vous transforment en pigeon, c'est non. Et par contre, la question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Notre rôle s'arrête là. La banane scotchée sur un tableau, il faut être foncièrement en manque de neurones pour l'acheter. Maintenant, monsieur client, nous on vous l'a dit, voici la décharge, c'est écrit ici, vous faites ce que vous voulez. Si le type a 50 millions et veut payer 400 000 sa banane, grand bien lui fasse. Mais notre job, c'est de l'avertir. Après, on n'est pas policier et puis il fait ce qu'il veut. Il viendra nous voir quand la banane aura honteusement séché. Voilà, il viendra pleurer après. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. C'est très intéressant de voir comment réfléchit le family office, comment on lève des fonds auprès d'un family office, comment tout ça s'implique et s'imbrique avec les années dans une vision start-up et venture capital. Oscar, comme dernière question, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes générations d'entrepreneurs aujourd'hui pour lever des fonds pour leur start-up? Auprès d'un family office ou en général? Auprès d'un family office, mais peut-être aussi de manière générale, comme vous avez un background quand même. Moi, je dirais comme tout projet, bétonnez le projet. Soyez professionnel. Les montants dont vous avez besoin, l'utilisation exacte des montants, les réserves dont vous avez besoin, la projection 3, 5 ans ou 10 ans. Si vous êtes dans quelque chose d'industriel, un prototype, entourez-vous de gens dont le dialogue financier avec un family office ou une banque ou un Blue Angels soit crédible. Le gars qui arrive et qui a une super idée et qui dit « oui, je pense que c'est 50 millions », non. Préparez-vous, soyez sérieux, écoutez, soyez humble. Vous n'êtes pas encore Bill Gates, soyez humble et vous y arriverez. Et travaillez les bons contacts. Alors vous allez peut-être faire 45 000 cocktails, très bien. Peut-être qu'une invitation chez telle et telle banque ou chez telle et telle personne comme vous. Entourez-vous de personnes vous êtes A, vous voulez aller à C, entourez-vous de personnes qui sont des B, parce qu'ils vous feront accéder à C. Et voilà, c'est juste... l'idée du projet Startup est merveilleux, mais le présenter, c'est un autre travail. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'avez pas le temps, finalement, ça ne vous intéresse pas, sachez vous entourer de professionnels et pas de vendeurs de Bitcoin qui vous promettent peut-être 1 million par an. Non, voilà. Et surtout quelqu'un qui vous dise les choses sans me mettre en avant. Dans mon activité de family office, parfois je donne des séminaires sur des personnes qui ont des projets de family office. Ma priorité, à part l'enseignement basique du family office, c'est la viabilité du projet. Les encours, les réserves, etc. et les coûts. Et j'ai aucun problème à mettre fin au séminaire, après les heures prévues, en leur disant non, ça ne va pas le faire. Vous allez vous retrouver à moins 100 000, 150 000 au bout de 3 mois, vous n'avez pas de réserve. Et j'ai eu des cas de personnes qui n'avaient pas de prospects et de clients en vue. Je dis déjà, nous, professionnels, ça nous prend des mois pour avoir un client family office. Vous allez droit au mur. Et je leur dis, donc chaque fois, je finirai par ça, pardon, j'étais un peu long, mais la personne qui veut se lancer dans une start-up, à part son projet, qu'il y ait des personnes qui lui disent « ça c'est bien, ça c'est complètement débile », comme la banane. Accroché au mur. Voilà. Magnifique, donc avoir un projet solide, bien s'entourer de professionnels. Et rester humble. C'est vrai que l'ego, c'est souvent un project killer, comme on dit. Très bien, magnifique. Je crois qu'on est assez alignés sur cette vision, vous et moi en tout cas. Oscar, ça a été un grand plaisir pour nous de vous accueillir pour ce dernier épisode de l'année de Macrovision. Merci pour votre présence, merci pour ces éclairages très clairvoyants.
Et quant à nous, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester informé. On se retrouve l'année prochaine pour une saison complète de Macrovision et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.